Bonjour Alix, donc je te reçois aujourd'hui pour notre série de podcasts Paroles de pédagogue. Je vais te laisser te présenter. Alors bonjour Marie, je m'appelle Alix Marcilassi et je suis professeure des écoles en école maternelle avec une classe de 3 niveaux, petit, moyen, grand, donc qui balaye l'ensemble des niveaux de maternelle. Tu as aussi un autre profil, puisque aujourd'hui, en fait, c'est vrai qu'au niveau de notre auditoire, on est plutôt sur des formateurs ou des gens qui sont dans la formation plutôt continue ou formation pour adultes. Et tu as aussi un poste, du coup, dans cette catégorie-là. Tu nous en parles? Alors en effet, parce que ça fait quand même 25 ans que je suis enseignante et j'ai eu l'opportunité de mener des temps de formation avec des professionnels de l'enseignement, d'une part, et aussi avec des étudiants en master qui se préparent à devenir professeurs des écoles. Donc actuellement, je donne aussi des cours donc à l'université à ces futurs professeurs des écoles. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu t'es orientée vers ce métier d'enseignante, puis après en parallèle également d'enseignante pour les futurs enseignants? En fait, moi j'avais un autre métier auparavant dans le monde économique, plus précisément dans la presse féminine, et je trouvais pas beaucoup de sens à mon métier. J'ai eu l'opportunité de pouvoir reprendre des études et préparer ce concours, et je le regrette pas du tout parce que pour moi, la priorité, c'était pas de gagner beaucoup d'argent, mais de faire un métier tourné vers l'humain qui pouvait nourrir l'avenir, on pourrait dire. Voilà. Et donc, le métier d'instituteur, de professeur des écoles me semblait complètement adapté à ce projet et vraiment, je ne l'ai jamais regretté. Tu enseignes donc en maternelle et tu interviens aussi en grandes écoles devant des jeunes adultes. Tu peux nous dire quelques mots sur la formation sur laquelle tu interviens pour les adultes? Les personnes auxquelles je m'adresse, donc, sont des gens qui sont en université, en master 1 ou master 2, et donc, comme je le disais tout à l'heure, qui se préparent à être professeurs des écoles. Et moi, j'interviens dans le cadre d'une formation à la pédagogie de projet. La pédagogie de projet, c'est une méthode pédagogique, on pourrait dire, qui permet à l'élève, mais pas qu'à l'élève, parce que c'est quelque chose qu'on peut adapter aussi dans le monde de l'entreprise, permet à la personne donc d'apprendre en faisant, comme dit John Dewey, et qui permet surtout, et ça va avec, d'être acteur de son apprentissage. C'est vraiment ça la chose la plus fondamentale. Pourquoi on est acteur de son apprentissage? C'est qu'en fait, on a un projet à mener. Il faut, a priori, que le projet soit enthousiasmant, suffisamment stimulant pour que l'enfant ou l'adulte qui est dans cette pédagogie puisse trouver du sens à vouloir apprendre pour pouvoir aboutir à la réalisation de son projet. Donc en fait, il va être confronté à des besoins, des manques. Et là, ces manques vont le freiner dans la réalisation du projet. Et donc, il va être lui-même en demande de formation, d'apprentissage. Donc, il ne va plus subir l'apprentissage et devenir réellement acteur puisqu'il en a besoin pour réaliser son projet. C'est ça, tout le caractère innovant de cette pédagogie. Je peux donner un exemple pour une classe de CM, des enfants qui ont donc 8-10 ans. Ils ont pour projet d'écrire une lettre à une personne âgée dans une maison de retraite. Donc, il y a le caractère solidarité entre générations, etc., qu'ils estiment au moment de Noël. Ils commencent à écrire leur lettre et ils se rendent compte, par eux-mêmes, mais finalement, comment on fait une lettre, c'est quoi la silhouette d'une lettre, qu'est-ce qu'on doit dire à la fin, est-ce qu'on signe, etc. Donc, ils ont des besoins qu'ils n'ont pas encore pu franchir. Et donc là, ils vont être en demande auprès de l'enseignant de connaissances pures qui vont leur permettre de pouvoir améliorer leurs lettres, de réécrire leurs lettres selon les modalités attendues dans ce type d'écrit qu'est la lettre. C'est un exemple que je peux vous donner pour expliquer en quoi la pédagogie de projet peut prendre sens.
Alors au niveau de ces formations que tu donnes pour les futurs enseignants, est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être sur le rythme, la durée ou la fréquence de tes interventions en école? Oui, ce sont des sessions. Je dirais que je leur donne un cours de 3 heures à peu près, toutes les 3 semaines à peu près. Voilà, un cours de 3 heures. Au niveau de la formation pour adultes, il y a différentes modalités. On peut avoir des formations très courtes et condensées, ou à l'inverse, des formations en fait qui vont être plutôt diluées sur le temps. Là, tu es un peu sur un format mixte, puisqu'à la fois c'est des grosses plages de 3 heures, et en même temps c'est dilué sur une longue temporalité. Est-ce que ça occasionne une spécificité en termes de méthodologie employée ou d'organisation? Moi, la méthodologie que j'emploie, alors je ne sais pas si c'est vraiment relié au fait que ce soit sur un temps aussi long, mais quand même, la méthodologie que j'emploie avec les étudiants, c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure, une mise en abîme. C'est-à-dire que je leur enseigne la pédagogie de projet, je les forme plus exactement à la pédagogie de projet. Comment? En leur demandant de mettre en place, de concevoir plutôt un projet pour les élèves qu'ils seront amenés à avoir plus tard. Donc en fait, les étudiants sont au travail. On a un temps au départ, le premier cours, où là je vais aborder les concepts, la base de ce qu'est la pédagogie de projet, avec ses atouts en termes de dynamisme d'apprentissage pour celui qui reçoit cette formation. Et ensuite, directement, les étudiants sont mis en action. Je les mets par groupe, jamais seul. Ça, c'est la base, et je fais pareil avec mes élèves. On travaille en coopération, on s'appuie sur les autres pour apprendre. On apprend pour les autres, par les autres, avec les autres. Donc, ça, c'est peut-être le pont que je pourrais faire entre ce que je fais avec les petits et les jeunes adultes. Et donc, les jeunes sont en train de rédiger leur projet, de le concevoir. Donc, ils discutent, ils cherchent, avec une trame que je leur ai donnée, un guide pour bâtir leur séance, leur séquence. Et ils s'appuient donc sur cette trame, mais c'est eux qui vont créer. Donc, encore une fois, on apprend en faisant. On n'apprend pas en écoutant un prof pendant des heures et des heures nous expliquer ce qu'est la pédagogie de projet. Vas-y, fais-le et tu vas voir. Alors, tu nous as dit qu'en fait, la méthodologie de projet permettrait justement de faire un pont entre ton expérience avec les jeunes adultes et avec les enfants en maternelle. Est-ce que, en revanche, il y a des choses qui diffèrent complètement entre ces deux publics-là? J'ai pas tout à fait dit ça. J'ai dit que le point commun entre l'enseignement avec les petits et la formation avec les jeunes adultes, et avec les adultes aussi d'ailleurs, quand j'ai fait la formation avec des adultes déjà professionnels, c'était la même chose. C'est pas tant la pédagogie de projet dont je parlais là, mais surtout de l'idée de ne pas laisser la personne seule face à la tâche. C'est l'idée de travailler en groupe, de s'appuyer sur le groupe pour apprendre et d'apprendre aussi au groupe des choses. Donc c'est un aller-retour en fait de connaissances, de compétences qui sont transmises et reçues et qui génèrent de la confiance en plus, et donc qui permet finalement qu'émerge vraiment un apprentissage. C'est surtout sur ça qu'est le point commun. Maintenant, en termes de différence, il y en a beaucoup. La première, les enfants sont quand même vraiment ouverts à la connaissance et ne sont pas dans la défiance par rapport à ce qu'on va leur proposer, à part dans des cas de pathologie particulières, mais sinon, les enfants ont envie d'apprendre et ils font confiance à l'adulte. Et ce que leur dit l'adulte, pour eux, c'est parole d'évangile. Alors que quand on s'adresse à des adultes ou de jeunes adultes, on est face à des gens qui ont un esprit critique développé déjà, et donc qui peuvent aussi remettre en question ce qu'on dit, ce qui est quand même pas la même chose. Par ailleurs, et ça, je ne l'ai absolument pas vécu avec les adultes, mais je le vis beaucoup avec les jeunes adultes à l'université, je trouve qu'il y a quand même aussi une grande passivité. Et donc, pour lutter contre cette passivité, cette absence de réaction, quand on attend que les personnes réagissent,
donnent leur point de vue, etc. À l'université, on a un silence mortel. Et donc, pour remédier à ça, il y a aussi, et ça, c'est pas le seul objectif, mais c'en est un, le fait de les faire travailler en groupe, ils sont obligés de s'y mettre. Et donc, ils agissent. Et ils attendent pas que le temps passe, ils sont dans l'action. Merci beaucoup. Est-ce que tu considères que c'est le même statut en fait que tu as pour les deux prestations, que c'est un statut d'enseignante pour ces deux prestations-là? Non, c'est pas le même statut. Pour moi, un enseignant, bon, c'est ma représentation, un enseignant s'adresse à des personnes qui vont apprendre déjà des connaissances, des concepts qu'ils découvrent, alors que un formateur va former à une pratique. Quand j'arrive devant les étudiants, moi je ne suis pas professeur d'université. Un professeur d'université, il va faire pareil qu'un enseignant, c'est un enseignant. Et il va apporter des concepts, il va... Bon. Lorsque je m'adresse aux étudiants, moi j'arrive en tant que praticienne. Je leur apprends un métier. Donc je leur donne quelques concepts clés pour comprendre de quoi nous parlons et pour qu'ils aient le sens de ce que je propose. Mais par contre après, je vais leur dire comment on fait. Concrètement, c'est ça, c'est comment on s'y prend pour mettre en place une pédagogie de projet. Donc je leur dis ce que je fais dans ma classe. Je leur donne des clés de ce que je fais dans ma classe et de la pratique. Et pour moi, c'est ça le statut de formateur. Alors aujourd'hui, tu as quand même une grande expérience au niveau de la formation, de l'enseignement. Est-ce que tu as une recette type que tu pourrais nous partager qui permet d'assurer le succès dans tes prestations de formation? Alors, malheureusement, je n'ai pas de recette type. Pas du tout. Je dirais déjà que ça va très très bien fonctionner avec certains groupes, beaucoup moins avec d'autres, et que là, c'est le mystère aussi de l'alchimie de certains groupes qui vont fonctionner, d'autres non. Il y a déjà ce problème-là, sur lequel on a peu d'action. Mais on en a quand même. Et là, pour moi, un groupe qui dysfonctionne, où il n'y a pas de dynamisme, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe mal dans le groupe, en termes relationnels. Par exemple, il peut y avoir des gens extrêmement leaders et moqueurs. Ça peut inhiber d'autres. C'est pareil dans une classe. Il peut y avoir des gens, je sais pas, caractériels ou qui font peur aux autres. Enfin, il y a toutes sortes de raisons qui peuvent inhiber un groupe, des climats délétères. Et pour ça, pour le coup, j'ai une solution. Et la solution, je l'ai trouvée, je suis pas férue de lecture pédagogique, mais il y en a quand même des chercheurs qui m'ont beaucoup intéressée et qui s'appuient, c'est en particulier un gars qui s'appelle Oury, O-U-R-Y, et qui s'appuient qui ont développé le concept de pédagogie institutionnelle. Et la pédagogie institutionnelle a donné lieu à des dispositifs tels que le conseil de coopération. Et ça, pour le coup, c'est un outil extraordinaire pour faire fonctionner un groupe. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que lorsque les gens sont en conflit, ouverts ou pas ouverts, il y a une inhibition, ou il y a un rejet, et en tout cas, il y a une indisponibilité aux apprentissages. Ça, c'est certain. Donc, il faut pouvoir lever ces inhibitions afin de pouvoir remettre les personnes ouvertes à l'apprentissage, disponibles pour ça. Et le conseil de coopération en est un moyen, c'est-à-dire que si il y a un conflit qu'on cherche à régler avec la personne en direct dans une relation duel, ça peut très vite monter en mayonnaise et finalement ne rien résoudre. L'idée, c'est de s'appuyer encore une fois sur le groupe qui va faire office de tiers et qui va permettre finalement que des mots soient posés avec la protection du groupe. Le groupe est là comme garde-fou d'une certaine façon. Et là, des choses vont être dites, parfois pas agréables, régulées par celui qui régule le conseil de COP. Il faut toujours quelqu'un qui régule. Alors à l'école, c'est l'adulte qui va réguler, protéger
chacun. On n'a pas le droit d'attaquer une personne sur ce qu'elle est, par exemple, mais uniquement sur ce qu'elle a fait ou dit, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et ça fait partie du cadre éthique obligatoire qu'il faut bien donner aux personnes avant. Même mes petits élèves le comprennent, ça. Et parce que je leur ai expliqué, mais ils sont capables de comprendre ça. Et à partir de là, on aborde sous forme de quelque chose de très ritualisé. Il y a un président de séance qui va lire les mots de la semaine, si on le fait toutes les semaines. Et les mots doivent être signés. Si on a quelque chose à dire, on assume. Et on va dire, alors pour les petits, évidemment, ils n'écrivent pas, ou ils me le font sous la dictée, ou ils le disent spontanément le jour du conseil, ils sont plus jeunes. Et là, la personne va évoquer la difficulté qu'elle a rencontrée, avec parfois un autre membre du groupe, parce qu'évidemment, le conseil de coopération doit se limiter au cadre dans lequel nous sommes. On ne parle pas de sa vie extérieure lors du conseil de coopération, on parle de ce qui se passe dans le groupe. Et la personne va évoquer cette difficulté, voire s'adresser à la personne à qui elle a à faire un reproche. Et on va chercher ensemble des solutions pour réguler cette situation. C'est excessivement vertueux. Et ça lève vraiment des freins. Et c'est quelque chose que j'ai expérimenté avec les étudiants l'an dernier. Je vais le refaire cette année, mais je l'ai pas encore refait cette année, c'est en dernière session. Et ça a vraiment levé des freins relationnels entre les étudiants, mais aussi avec le formateur. Donc c'est vraiment un cercle vertueux qui s'instaure entre les personnes. Donc ça, j'y crois beaucoup, vraiment beaucoup. Tu parles de cercle vertueux et justement, moi, j'ai été étonnée au niveau de tes classes de la bienveillance de tes élèves. Est-ce que ça fait partie justement des outils qui ont permis de mettre en place cette bienveillance, puisque c'est assez étonnant de comparer en fait les enfants qui sont dans tes classes avec d'autres enfants, peut-être d'autres écoles ou d'autres établissements. Je trouve qu'il y a vraiment une empathie, une attention donnée à l'autre qui est vraiment intéressante à voir. D'où ça vient? Bien, merci. Je pense que ça vient beaucoup du conseil de coopération, vraiment, qui est l'outil le plus puissant pour ça. Après, je me faisais la réflexion de cette année que le premier mot de vocabulaire que je leur ai appris, c'était le mot empathie, se mettre à la place de l'autre, et que c'est quelque chose, moi, que je rappelle régulièrement à mes élèves aussi. Est-ce que tu t'es mis à sa place? Si toi on te faisait ça, comment tu le ressentirais? Tu comprends qu'il soit triste maintenant. Bon, je m'adresse à des petits. Mais évidemment, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en ces termes avec des adultes, mais on peut aborder l'empathie aussi. Et on peut aussi aborder la place de l'autre. Donc, nous, c'est une culture d'école. C'est une équipe les gens qui viennent dans cette école et qui y restent, en tout cas, sont des gens qui adhèrent à ces valeurs-là. Donc après, encore une fois, le cercle vertueux s'élargit au-delà de ma classe. Moi, j'ai les plus petits. Mais comme c'est poursuivi plus tard, ils n'oublient pas. Et c'est quelque chose qui s'ancre. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour un formateur qui débute avec un public d'étudiants? Ne pas les prendre de haut, ne pas se présenter comme le sachant. Parce qu'on n'est pas professeur d'université. Parce je ne dis pas que les profs d'université doivent prendre les gens de haut, mais ils sont les sachants. Moi, je me considère pas sachante et je me présente jamais comme ça. Je me considère comme quelqu'un qui a de l'expérience, ce qui n'est pas la même chose. Et qui va communiquer son expérience. Je dis toujours aux étudiants, voyez-moi comme une collègue plus âgée. D'avoir ce rapport-là avec eux. Et non pas comme la maîtresse, la mère fouettarde, quoi, qui connaît tout et puis qui va les noter et qui va les juger, etc. Donc je le leur dis. Je dois pas dire que ça marche avec tous. Il y en a qui restent dans leur représentation. Mais là, après, tout ne m'appartient pas. Pour acquérir en fait toute cette connaissance, toute cette expérience, est-ce que tu as développé des outils, des ouvrages, sur quoi tu t'es appuyé en fait pour développer tout ce savoir et savoir-faire? Alors, moi, je lis très peu de pédagogie parce que je passe énormément de temps à mon travail et que après j'ai envie de faire autre chose.
Donc, je dirais que ce que j'ai appris, sans lire, je réfléchis quand même déjà un petit peu quand même. Et surtout, je me suis énormément appuyée sur les équipes avec lesquelles j'ai travaillé. J'échange beaucoup avec mes collègues. Je m'appuie beaucoup sur les autres, en fait, pour apprendre, pour écouter, pour comprendre, pour changer, pour modifier, pour m'enrichir. Et je dirais à ce titre-là, quand je dis mes collègues, il faut pas imaginer uniquement les autres enseignants. Bien sûr, il y a les autres enseignants, mais moi, je suis professeur des écoles, il y a des ATSEM, des aides maternelles d'enseignants. Je m'appuie aussi beaucoup sur ces personnes-là. Dans ma classe, j'ai un enfant handicapé, il y a un AESH, une personne qui vient en aide à cet enfant handicapé, qui m'a dit aujourd'hui, qui m'a donné un conseil de gestion de ma classe pour quelque chose, je rentrerai pas dans le détail, ça n'a pas d'intérêt. Ça m'a enrichi. Et j'ai dit, c'est une super idée. Ça, on va le faire. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, j'essaye de puiser toutes les bonnes idées, d'où qu'elles viennent, sans me préoccuper du statut de la personne qui me l'a dit. Je me fie pour ça à mon intuition et à mon bon sens, qui à mon avis est bien meilleur conseiller que le diplôme qu'a reçu l'un ou l'autre. Merci Alix d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi pour tes témoignages et ton discours. Merci à toi Marie pour ton écoute et bonne écoute à vous tous. Au revoir.